Tout d'abord, je tiens à remercier François et l'association pour votre invitation. Je suis très heureuse de pouvoir engager un dialogue sur le genre avec vous et je salue cette initiative interdisciplinaire. Ce matin, je ne parlerai pas vraiment d'éducation à la sexualité, je dois le dire tout de suite, qui n'est pas mon domaine, pour me concentrer plutôt sur la deuxième partie de votre thématique annuelle. Et donc, je vais aborder la question de savoir en quoi est-ce que le genre intéresse le concept biologique de sexe. Le titre quelque peu provocateur de ma présentation endosse un présupposé contraire à celui qui est le plus largement partagé dans le sens commun, mais aussi dans des cercles plus savants, lequel postule un hiatus, une rupture entre le sexe d'un côté, qui relèverait exclusivement du monde organique, et le genre de l'autre, qui, lui, ne devrait rien à la matière vivante. S'il en était ainsi, la réponse à la question posée « En quoi le genre intéresse-t-il le concept biologique de sexe ?» serait réglée « Rien, puisque le genre n'aurait tout simplement rien à faire avec la biologie. » On peut d'emblée prendre la mesure des implications pratiques d'une telle scission, si le genre, et je reviendrai bien sûr sur sa définition, c'est-à-dire en première approche, on va dire les exigences de justice, d'émancipation et d'égalité pour les minorités sexuées et sexuelles, et je pense ici aux enjeux d'égalité pour les personnes trans ou intersexes, mais aussi pour les femmes, et plus largement pour les communautés LGBTQI, dans un contexte de domination patriarcale, pour aller vite. Si le genre, donc, est défini comme étranger au sexe biologique, alors ne serait-ce pas prioritairement aux professeurs d'histoire ou de littérature que devrait revenir la mission d'éducation à la sexualité auprès de la jeunesse. C'est pourtant, plus souvent qu'à leur tour, et ça a été rappelé ce matin, aux professeurs de biologie qu'incombe la tâche. Et on comprend bien pourquoi, outre une certaine aisance avec des termes que la pudeur indexe surtout auprès d'un public adolescent, il s'agit d'en profiter pour faire passer des messages de prévention en matière de santé sexuelle et reproductive. Et on voit bien à l'aune de ce seul exemple qu'il n'est pas si aisé de départager entre le culturel et le biologique. C'est pourquoi, à rebours des idées reçues, cette communication endosse l'idée selon laquelle genre et sexe, genre et biologie, ne sont pas étrangers l'un à l'autre, ne sont pas dans un rapport d'extériorité l'un à l'autre. Mais la thèse de l'articulation de ces deux domaines demeure contre-intuitive, qu'ont à faire ensemble des engagements politiques du côté du genre et les valeurs de neutralité et d'objectivité propres à l'acquisition du savoir scientifique du côté du sexe. En conséquence, l'objet de ma présentation est précisément d'expliciter de quelle manière variée on peut identifier leurs enchevêtrements. Il me semble en effet très important de bien caractériser la notion de genre, car à la faveur d'un regain des mobilisations féministes partout dans le monde depuis la fin des années 2000, d'une part, et David parlait un petit peu du fait que voilà, le genre est venu sur le devant de la scène ces dernières années, dans le sillage des retours de bâtons réactionnaires qu'elles ont suscités de l'autre, et notamment sous la forme de polémiques relatives au programme d'enseignement en France. On peut penser aux ABC de l'égalité en 2013-2014, et avant cela au chapitre « Devenir homme ou femme » d'un manuel de SVT de 2011 qui a provoqué une panique morale autour de la supposée théorie du genre. Eh bien, on le voit, le genre est mobilisé incessamment sans qu'on sache bien de quoi il s'agit. Or, cette catégorie critique est de fait loin d'être évidente, et je vais peut-être plus que vous apporter des simplifications, apporter au contraire des éléments de complexification du problème, mais elle est effectivement complexe, elle n'est pas dogmatique, elle donne lieu à des débats contradictoires dans le champ des sciences humaines et sociales. Elle est le fruit de nombreux travaux sérieux qui requièrent d'être connus si on veut pouvoir, un tant soit peu, mobiliser cette notion. Et c'est seulement sur la base de cette clarification conceptuelle préalable qu'il sera possible d'examiner pour conclure si ces croisements entre sexe et genre et lesquels doivent être recherchés ou défaits dans l'intérêt des sciences du vivant. Je vous présenterai ainsi dans un premier temps l'origine du terme de genre. Ensuite, je détaillerai ces reprises féministes avant d'envisager dans un dernier moment différents apports possibles de cette catégorie critique pour la recherche biologique. Autrement dit, avant d'examiner ce que le genre peut apporter à la compréhension du sexe biologique. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de genre ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le genre est un terme créé dans le milieu médical. Moi, je m'en tiens, donc David a parlé du 19e siècle, je m'en tiens à la période, on va dire, contemporaine d'après-guerre, et pour vous dire que c'est dans les années 50 que la notion de genre est forgée par le discours psychomédical, et que c'est seulement ensuite, dans les années 70, que cette notion sera reprise, appropriée par les réflexions et mouvements féministes. Et j'entends par féminisme les diverses traditions de pensée et les mouvements historiques qui ont recherché l'égalité entre toutes les identités de genre et les sexualités. L'anthropologue Margaret Mead avait bien dans les années 1920 travaillé déjà sur la socialisation des garçons et des filles. Elle avait alors parlé de rôle de sexe. Cette recherche sur la sexualité des jeunes filles en Polynésie et Nouvelle-Guinée lui révélèrent d'une part des adolescentes qui s'adonnaient librement à la sexualité vue comme une chose naturelle et agréable, qui se montraient désinvoltes plutôt que révoltées vis-à-vis de l'autorité. D'autre part, elle observait des femmes qui jouissaient d'une certaine domination maritale et des femmes dotées d'une inconsistance émotionnelle vis-à-vis de partenaires qu'elle multipliait. La variété et la fluidité des expériences sexuelles observées amenèrent Margaret Mead à considérer que plusieurs traits de personnalité, sinon tous, communément appelés féminins ou masculins, on peut avoir avec le sexe, à l'instar des comportements, de l'habillement, des manières ou des formes de coiffure qu'une société attribue à une époque donnée à l'un ou l'autre sexe, d'où l'expression rôle de sexe. Ah, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Mais c'est John Monnet, psychologue formé à l'anthropologie, qui le premier parlera de genre en 1955, en s'inspirant justement des travaux de Margaret Mead, disons dans un sens qui nous intéresse ici. Monnet deviendra le fondateur en 1963 de la célèbre Gender Identity Clinic de l'hôpital universitaire Johns Hopkins de Baltimore, et c'est dans le contexte de son intérêt pour ce qu'on appelle ce qu'on nommait l'hermaphrodisme à l'époque et qu'on nomme intersexuation aujourd'hui, qu'il en vient à cette notion de rôle de genre. Il passe autrement dit de l'expression de rôle de sexe à celle de rôle de genre. Pour Mead, on l'a dit, le sexe est le critère sur lequel on se base pour distribuer des rôles sociaux différenciés, masculins et féminins. Mais quand l'anatomie est ambiguë à la naissance, dans le raisonnement de Monnet, le sexe ne peut pas indiquer le rôle à jouer, de sorte que les rôles ne sauraient être conçus comme venant confirmer l'assignation biologique, la doubler. Et c'est là qu'intervient la notion de genre et de rôle de genre, qui désigne l'écart entre assignation biologique et rôle sexuel. Alors on pourrait se demander d'où viennent les rôles de genre. Afin de prendre en charge les personnes intersexes, Monnet adapte de l'éthologie la thèse de l'imprégnation comportementale parentale et défend l'idée selon laquelle ce qu'on appellerait aujourd'hui une identité de genre se forme précocement chez le petit enfant sur la base de l'intériorisation de l'assignation de genre à la naissance. Il pose l'existence donc d'une identification de genre qui renvoie non pas à des traits physiologiques, mais au sentiment personnel d'être un homme ou une femme, sentiment forgé sur la base des attentes sociales. Cette identité de genre, bien qu'imprimée socialement lors des premiers mois de la vie des individus, jusqu'au 18e mois selon ces théories médicales, est conçue comme scellée une fois acquise, si bien qu'en cas de discordance jugée problématique entre ce sentiment et la sexuation du corps, la correction doit s'appliquer au corps. Le genre est premier et le sexe second. Et c'est la différence avec Mead, pour qui le sexe est premier, le genre second. Par conséquent, les préconisations de Monnet sont les suivantes. Et là, je m'inspire d'un travail d'Éric Massé. Pour les enfants nés avec une ambiguïté génitale, il faut déterminer au plus tôt le genre le plus vraisemblable en fonction de l'existence de la longueur du pénis, de l'attente des parents, de tests endocriniens, puis conformer par la chirurgie le sexe du bébé afin que les parents, l'entourage et le bébé lui-même puissent produire une identité de genre non ambiguë. Lorsque des enfants révélés intersexes à la puberté lui sont présentés, il préconise non pas d'ajuster le corps à ce qui serait sa vérité biologique, chromosomique ou hormonale, mais il préconise une assignation de sexe hormonochirurgical allant dans le sens de l'identification de genre de l'adolescent, qu'on va mesurer avec des tests psychologiques et des entretiens avec le jeune patient et ses parents. On voit ici que le rôle de genre assigné a finalement préséance. L'évidence naturelle des sexes est donc en quelque sorte déjouée.
Le genre apparaît sous la plume d'un autre professionnel de santé qui poursuit la logique initiée par Monet, c'est Robert Stoller, professeur de médecine, psychiatre, psychanalyste et responsable de la Gender Identity Clinic de l'Université de Californie à Los Angeles. Pour sa part, Stoller s'intéresse à la transsexualité et pas à l'intersexualité ou à l'intersexuation, c'est-à-dire dans le vocabulaire pathologisant du transsexualisme aux personnes qui ne s'identifient pas à leur sexe de naissance. Il y a une formule que vous connaissez peut-être avancée par Karl Heinrich Ulrich, pionnier du mouvement homosexuel dès les années 1860 et qui parle d'une âme de femme dans un corps d'homme. Cette âme de femme dans un corps d'homme renvoie à l'époque, et là David nous en a parlé, à l'ensemble de ce qu'on appelait au XIXe siècle des psychopathologies sexuelles qui troublent aussi bien l'ordre des sexes et des sexualités tout ensemble. La question du genre n'est pas distinguée à l'époque de celle de la sexualité. L'homosexualité masculine, donc le choix d'objets sexuels, est confondue avec l'efféminement. Mais un siècle plus tard, Robert Stoller parle, lui, d'identité de genre pour séparer précisément les transsexuels des homosexuels. Et on peut aussi dire que là, on est dans le contexte politique où, dans les années 60 aux États-Unis, le macartisme bat son plein. Et il y a une véritable homophobie d'État et en quelque sorte, faire cette différence entre catégorie de transsexuels et catégorie d'homosexuels, ça permet d'échapper au stigmate homophobe qui est très fort. La question donc de l'identité est décorrélée de celle de l'orientation sexuelle. La formule de Stoller qui opère le partage entre ces deux dimensions de la personnalité est la suivante. Il faut distinguer si le désir des hommes est d'être, dit-il, ou bien d'avoir un homme ou une femme. Désirer être renvoie à la distinction personne trans, personne cis, personne qui reste dans le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Désirer avoir renvoie à la distinction entre personnes hétérosexuelles et personnes homosexuelles. Ainsi, l'identité de genre ne dépend pas et ne dit rien de l'orientation sexuelle des personnes avec Stoller. Si on se penche sur son raisonnement, on peut dire qu'il marche dans les pas de Monet. Bien que pour Stoller, il existe un déterminisme à la fois psychique et biologique, puisqu'il s'attache à la fois à une psychogénèse et à une embryogénèse, mais là je ne rentre pas dans les détails. Il adhère à la thèse défendue par Monet d'une imprégnation psychologique du cerveau à la fois précoce et aux effets puissants, et du fait de cette fixation précoce de l'identité de genre, de par la présence ou l'absence de facteurs psychologiques masculinisants, et là c'est en lien avec, il n'y a pas de facteurs féminisants, il n'y a que des facteurs, y compris pour le psychique masculinisant, les personnes présentant les symptômes d'un transsexualisme primaire ne peuvent être traitées par une psychothérapie. C'est trop tard, en quelque sorte. Après 18 mois, Stoller juge qu'il est trop tard pour changer l'identité de genre. C'est pourquoi les traitements hormono-chirurgicaux sont légitimes à ses yeux pour des patients souvent suicidaires qui ont du mal à vivre une vie sociale normale. Il s'agit de réduire leur discordance sexe-genre pour leur permettre de vivre de manière apaisée dans leur genre d'identification. On peut remarquer que le contexte politique... pardon, je vous ai déjà parlé du contexte politique plus tôt. Donc le genre, on le voit, relève quelque sorte ici d'une invention psy. Monet parle de rôle de genre, Stoller d'identité de genre. Et comme l'a souligné Éric Fassin, il importe de noter que l'opération définitionnelle diverge chez l'un et chez l'autre, avec les rôles de genre. Monet distingue le genre du sexe, tandis qu'avec l'identité de genre, Stoller oppose le genre à la sexualité. Se sentir masculin ou féminin, pour Stoller, ne dépend pas du sexe des personnes désirées. Donc, inaugurée dans le giron de la médecine, la notion de genre a donc d'emblée pour double vocation en tout cas, elle réalise une désindexation du sentiment de son genre, à la fois du sexe biologique chez Monet et de la sexualité chez Stoller. Par conséquent, sur le plan des normes, cette notion réalise un travail de dénaturalisation et de détraditionnalisation très très fort, à la fois des identités sexuées, à nouveau avec Monet, pour qui le genre autonomise les rôles de genre, qui fait quoi, par exemple, dans une société des corps sexués, c'est indépendant, et les identités, le travail de dénaturalisation a aussi lieu du côté des identités sexuelles avec Stoller, pour qui l'identité de genre, c'est-à-dire le sentiment de soi, qui je suis, je me sens homme, je me sens femme, s'autonomise du choix d'objets sexuels. Pourtant, et c'est là le véritable
paradoxe, c'est un véritable paradoxe, cette détraditionnalisation qu'on conçoit habituellement comme une force de subversion, en tout cas de transformation sociale, ici est au service au contraire d'un renforcement des normes de genre, d'un renforcement de l'ordre établi des sexes, puisque force est de constater que le travail médical dans ces cliniques d'identité de genre n'est pas de remettre en cause la norme sexuelle, mais au contraire d'aider les individus qui sont rejetés à cause de leur anomalie à accéder à une normalité, en les conformant aux attentes sociales, au moyen donc d'interventions sur le plan physique que chirurgie, hormonothérapie savent moduler. Et donc ça reproduit les stéréotypes de genre qui sont constitutifs de notre réalité sociale. On a ainsi affaire en quelque sorte à une dénaturalisation conservatrice. Dénaturalisation car certaines données biologiques, l'existence d'individus mâles et femelles dans l'espèce humaine, l'hétérosexualité reproductive, sont dépouillées du pouvoir de caractériser l'identité sociale des personnes ou de dire leur place dans le monde social. Ce sont les normes de genre qui font ce travail-là. Et comme l'a remarqué Éric Fassin, cette logique de dénaturalisation engagée par Monet et Stoller grâce à la catégorie de genre, sera reprise par les théories et mouvements féministes dans les années 70, à ceci près que l'entreprise de normalisation que véhiculait, qui se joue dans ces cliniques d'identité de genre, sera retournée et muée en opération critique. Le concept de genre va être repensé pour être mis au service de l'émancipation des femmes et des personnes LGBTQI vis-à-vis des normes de genre. J'en viens donc aux différentes dimensions de la notion de genre portées par les théories féministes. C'est Anne Oakley qui, en 1972, importe la notion de genre dans la théorie féministe et en élabore la première définition, mais on peut aussi remarquer que Simone de Beauvoir, sans mentionner ni formuler le mot, pense déjà en termes de genre en 1949 avec son deuxième sexe. Ce que je compte vous présenter maintenant, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas simple, c'est d'un point de vue analytique et rétrospectif, 3 manières de concevoir les rapports entre sexe et genre au sein des sciences humaines et sociales, et en particulier au sein des théories féministes. Voilà. Je m'appuie pour cela sur 3 références qui ont fait ce travail de recension analytique, Nicole Claude Mathieu, Linda Nicholson et Alexandre Baril, que vous retrouverez en bibliographie. Alors pour reprendre, premier paradigme, pour reprendre la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, mais à rebours de son sens, on pourrait dire qu'une première manière d'articuler le sexe au genre revient à affirmer « on est femme ». On est alors dans un paradigme qu'on peut qualifier de déterminisme biologique, c'est comme ça qu'on l'appelle. On trouve le déterminisme. Dans ce cadre théorique, il n'y a pas de distinction entre sexe et genre, on est avant en fait l'invention du genre. Le sexe cause le genre dans toutes ses déterminations, sous toutes ses coutures, et donc il y a une adéquation totale entre sexe et genre, en quelque sorte, montre-moi ton sexe et je te dirai quel est ton genre. Le sexe et le genre désignent donc de manière confuse aussi bien les caractéristiques sexuées des corps que les caractéristiques sociales des rôles de sexe, ainsi que les traits de personnalité. Dans cette perspective, le savoir sur les propriétés physiques des corps est corroboré par le savoir sur les comportements et les personnalités qui dévoilent de concert les caractéristiques d'une essence masculine ou féminine. On pense par exemple, et là c'est des exemples très caricaturaux, mais c'est pour vous faire sentir de quoi il s'agit, que tous les hommes sont agressifs et toutes les femmes sont patientes. La sociobiologie a parfois soutenu d'ailleurs des thèses qui allaient un peu dans ce sens-là. Un homme patient, dans ce cadre d'analyse, déroge déjà à sa masculinité, de même qu'une femme agressive déroge déjà à sa féminité. On peut observer, je regarde où j'en suis pour... cette perspective est adoptée par les féministes du début du XXe siècle, qui cherchent en fait à étendre les droits réservés aux hommes, aux femmes, droit de vote, droit à l'instruction, libre disposition du salaire, sans remettre en cause ce à quoi correspond le fait d'être un homme ou une femme, voire même en s'appuyant sur les spécificités féminines. Et par exemple, la question de l'amour libre, que portent certaines, anarchistes, socialistes, qui promeut un mode de vie sexuel qui déroge aux critères de bienséance de la féminité, isole ses partisanes du reste des militantes, puisque la majorité des féministes du XIXe siècle, qui s'en remettent à ce paradigme du déterminisme biologique, lui préfèrent au contraire le cœur et les vertus féminines qui vont être convoquées pour stimuler la mission sociale des femmes. Et c'est comme ça qu'on va vouloir élargir les droits. Mais évidemment, ce qu'on peut constater, c'est que ce raisonnement s'avère contradictoire pour le féminisme. Le déterminisme biologique est contradictoire pour les féministes, puisque
l'efficacité critique des rapports entre sexe et genre est nulle. La possibilité de transformer les rapports entre hommes et femmes est sérieusement remise en cause si les rôles qu'ils jouent dans la sphère publique et privée est une expression de leur nature intérieure. Cela suppose par définition que la situation est inaltérable et on aboutit à un immobilisme politique. De plus, ce paradigme est aussi réfuté sur le plan anthropologique par le fait qu'on constate une grande variabilité dans les sociétés et dans l'histoire des rôles de sexe. Un deuxième paradigme, donc, s'épargne de telles contradictions, c'est celui qu'on appelle le fondationalisme biologique. Sa formule est célèbre, puisque c'est celle de Simone de Beauvoir, enfin on peut l'illustrer par la célèbre formule de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Ici, sexe et genre sont distingués, le genre ne découle pas du sexe, le genre est dans une simple relation de juxtaposition avec le sexe, c'est deux domaines séparés. Le sexe relève de la nature, il désigne des différences naturelles, tandis que le genre relève de la culture, il désigne des différences culturelles. Il n'y a donc plus d'adéquation. En fonction des époques et des cultures, le genre varie, tandis que le sexe, lui, est invariable, immuable. Le genre désigne l'interprétation culturelle, variable, propre à chaque société, du substrat biologique. Par conséquent, les questions corporelles ne concernent pas véritablement la culture. Et c'est là, justement, que gît le problème de ce second paradigme. J'y reviendrai dans un instant. Pour filer l'exemple précédent caricatural, ici on va poser que les dispositions d'agressivité et de patience sont le fruit de l'éducation et des rôles de sexe, et donc sont variables d'une société à une autre. Elles ne sont pas dues au sexe. Et petite remarque aussi, on constate ici à quel point Beauvoir et Oakley initient en théorie politique ce que Monet et Stoller avaient fait en théorie médicale, à savoir la dissociation théorique entre sexe et genre. La différence, c'est que les féministes en font un point d'appui pour rompre avec les stéréotypes et les hiérarchies de genre. En effet, sur le plan des luttes, ce deuxième paradigme représente vraiment le soubassement théorique de la deuxième vague féministe, le MLF, dans les années 60 et 70 en France. Puisqu'on peut ici, sans contradiction, on est libéré des apories du premier paradigme, promouvoir une transformation des rôles de sexe et donc au final d'autres rapports entre les sexes, parce que les rôles de sexe ne découlent pas des propriétés physiques et corporelles des corps. Au contraire, les identités de genre, les personnalités, les comportements sont des questions sociales, elles découlent de normes culturelles et donc il est envisageable de les changer. Les transformations appelées relèvent ici plus d'une politique identitaire, elles ne sont pas seulement juridiques, comme dans la première vague, et elles sont d'ordre culturel. Et c'est ainsi que le mouvement féministe des années 60-70 en appelle à une libération des corps et des sexualités. On est loin de la condamnation majoritaire du début du XXe siècle vis-à-vis de l'amour libre. Au fond, il est question de bouleverser ce que les femmes peuvent attendre de la vie. Mais le problème de ce paradigme, c'est que le corps et le sexe demeurent en dehors de l'orbite du genre. Si les universalisations erronées concernant les caractéristiques psychosociales sont bien critiquées et dépassées, toutes les femmes ne sont pas patientes, tous les hommes ne sont pas agressifs. En revanche, des universalisations erronées concernant les corps demeurent. Ils sont d'autant plus catégoriques, d'ailleurs, ce corps qu'il apparaît comme intouchable, non questionnable, et se présente comme universel et anhistorique, il a dit. Par exemple, ce fondationalisme biologique véhicule l'idée d'une naturalité de l'hétérosexualité. Et c'est la raison pour laquelle on a tendance à croire, notamment dans les cours d'éducation à la sexualité, que toutes les jeunes femmes auraient besoin d'une contraception car elles auraient à se protéger contre des grossesses non désirées. Mais pourtant, cela ne concerne que les jeunes femmes hétérosexuelles. Le fait d'être dotée d'un appareil reproducteur féminin et d'être sexuellement active n'entraîne pas nécessairement un risque de grossesse. Ce n'est pas le cas des femmes homosexuelles. Ainsi, le socle biologique, même s'il n'est pas dans une relation causale avec le genre, demeure trop prégnant, trop déterminant. On remarque que c'est le paradigme qui a évidemment le plus de crédit auprès du sens commun. Ça provient sans doute du fait que malgré la reconnaissance de la variabilité du genre, il se réfère au sexe ou au corps sans remettre en cause l'autorité des sciences de la vie en la matière et flatte en quelque sorte l'adhésion spontanée à l'impression d'une vérité du sexe que dévoileraient les sciences biologiques. Mais du coup, parce que le corps est soustrait au genre, les gains théoriques de ce paradigme, comme outil critique, semblent au final assez minces, ne serait-ce que parce qu'il risque de laisser aux sciences de la vie le dernier mot pour tout un tas de thématiques en lien avec le genre, l'apparence physique, la reproduction, l'orientation sexuelle, le choix des pratiques sexuelles, la performance sexuelle.
le troisième paradigme de genre vise précisément à dépasser cette aporie pour la critique. Le slogan du troisième paradigme pourrait être « On ne naît pas femme, on le devient, quel que soit son sexe ». Et c'est donc le paradigme qu'on catégorise, qu'on identifie comme étant le paradigme du constructivisme social. Ici, le genre n'épuise pas le sexe comme dans le premier paradigme. Le genre n'est pas non plus entièrement étranger au sexe, simplement juxtaposé comme dans le deuxième paradigme. Mais le genre contraint et détermine le sujet et le corps sexué, les sujets et les corps sexués. Et la formule choc de Christine Delphi, que vous avez sans doute déjà entendue, est que le genre précède le sexe. Alors, comment comprendre cela ? Delphine explique cette thèse dans le deuxième tome de L'ennemi principal, Penser le genre, dans lequel elle mène à terme l'idée de Beauvoir, selon laquelle, en eux-mêmes, les faits biologiques n'ont pas de sens. Elle avance que le sexe se comprend comme un produit du genre, dans le sens où, je la cite, « le sexe est devenu un fait pertinent et donc une catégorie de la perception à partir de la création du genre ». Si vous essayez de donner du sens à cette formule, on peut dire que voilà, entre deux individus, il existe une multitude de différences, y compris physiques, biologiques, très matérielles. La plupart d'entre elles sont ignorées, on ne les remarque même pas, on les méprise. Et pourquoi est-ce qu'on les méprise ? Comme, je ne sais pas moi, la couleur des yeux, mais peut-être mieux la longueur du buste, ou des bras, ou des jambes, il y a plein de différences, parce qu'elles n'ont aucune importance sociale. C'est ça le raisonnement de Delphi. Comme il y a plein de différences dont on se moque socialement, bien on ne les repère pas. Elles ne jouent aucune fonction, elles ne véhiculent aucun statut social. En conséquence de ce non-sens social, c'est très physique, on s'en moque et on ne les aperçoit même pas. Ce qui n'est pas le cas avec les différences supposées de sexe, puisqu'évidemment, là, on ne sait pas ce que nous avons respectivement entre nos jambes les uns et les autres. Mais en revanche, en fonction de ce qu'on perçoit, en tout cas du sexe, on pourrait dire phénotypique, et des comportements, on assigne une identité aux personnes et on ne va pas s'adresser. C'est pour ça qu'elle dit que c'est très important. Je ne m'adresserai pas de la même manière, sans être pour autant, je veux dire, pour la domination patriarcale, mais à une femme qu'à un homme, parce que socialement, les choses se sont construites comme ça. Je ne m'adresserai pas non plus, peut-être, tout à fait de la même manière à une femme que je sais lesbienne qu'à une femme que je sais hétérosexuelle. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas... La socialité est construite de cette manière-là. Et donc, c'est un peu voilà, le sens qu'on peut mettre derrière « le genre précède le sexe ». En seconde approche, on peut dire ceci. La formule choc se décline au fond en deux volets, c'est-à-dire un volet herméneutique, le genre donne sens au sexe. Il y a du sexe dans l'espèce humaine, mais le genre est toujours déjà là pour lui donner de sens. Et un volet ontologique, le genre participe de la sexuation des organismes humains. Alors, le volet herméneutique se place... Ah, pardon, j'ai pas tourné ? Non. Le volet herméneutique se place sur le plan des représentations. L'idée, c'est que le genre précède le sexe parce que nos idées sur le sexe, y compris nos élaborations conceptuelles du sexe biologique, n'échappent pas aux normes de genre. C'est l'objet de la troisième partie, donc je ne développe pas ici. Le volet ontologique se décline sur le plan des pratiques, qui sont autant de médiation et de facteurs de codétermination du développement sexué des corps. C'est l'idée que les normes de genre affectent et modèlent les subjectivités et les corps des femmes, des hommes, des non-binaires. Je prends un seul exemple, très contemporain, qui se réfère à un modelage des corps et qui pourrait illustrer en fait cette thèse ontologique maximaliste du troisième paradigme, en me référant à ce que Jérôme Goffet appelle l'anthropotechnie. Par anthropotechnie, il désigne des interventions biomédicales qui, selon ses mots, ne visent plus la restauration de l'état normal, mais l'instauration d'un état surnormal, d'une condition modifiée censée répondre à nos demandes multiples, être plus beau, plus fort, plus intelligent, etc. Pour lui, la médecine réduit, la vraie médecine réduirait des moins. Elle intervient quand il y a trouble, quand il y a pathologie. Je suis en souffrance, je m'adresse aux équipes cliniques et elles interviennent. Tandis que l'anthropotechnie tente de donner des plus réels ou illusoires. Et il faut bien reconnaître que dans cet horizon anthropotechnique, nous toutes
et tous, et là je ne parle pas du coup des personnes les plus stigmatisées par les normes de genre dans nos sociétés, donc je ne parle pas des personnes intersexes, je ne parle pas des personnes trans, je parle des personnes hétéros, cis, etc., on recourt aux techniques biomédicales dans cet horizon sans grande modération. Et on peut penser à la pilule contraceptive, à la pilule du lendemain ou à la rue 486, au Viagra, au traitement hormonal de la ménopause, à l'usage de la toxine botulique, commercialisée sous le nom plus connu de Botox, à la chirurgie esthétique, à la labioplastie, à la procréation médicalement assistée, aux sélections génétiques qu'elle pourrait rendre possibles, comme le sexe de l'enfant à naître, mais interdit en France, à la gestation pour autrui, aux cellules souches utilisées dans les produits cosmétiques pour maintenir la jeunesse de la peau, aux espoirs placés dans la médecine régénérative, la médecine prédictive, la médecine personnalisée, etc. Il semblerait bien que nous intervenons de plus en plus sur nos corps pour des raisons sexuées et sexuelles, à savoir à des fins de gestion de nos identités genrées, de nos pratiques sexuelles et de la reproduction sexuée. On peut penser au cas des femmes cis à qui on va prescrire une pilule contraceptive quand elles sont très jeunes et qui passaient encore très récemment au traitement hormonal de la ménopause bien plus tard. Et on constate au fond que toute leur vie, elles auront été médicalisées en lien avec le genre. Et voilà, c'est ça qu'il y a derrière cette thèse ontologique maximaliste de ce troisième paradigme. Et de tout cela, voilà, on peut conclure qu'à travers une panoplie d'interventions, nos corps genrés, sexués, sont le produit d'une soumission aux normes de genre jusque dans leur matière vivante et leurs processus vitaux. C'est en tout cas en ce sens que le troisième paradigme soutient que l'incarnation de la féminité ou de la masculinité, l'incarnation, et pas seulement l'identité de genre, le sentiment de soi, peut être le fait de n'importe quel corps. Là, évidemment, on pense aux opérations de changement de sexe. Mais au fond, ce qu'on voit, c'est que ce troisième paradigme, il désigne et il donne à voir surtout le travail des normes. On assiste ainsi dans ce troisième paradigme dans sa définition maximaliste à une inversion de la causalité par rapport au premier paradigme. Ici, c'est le genre qui affecte le sexe, c'est-à-dire la cohérence sociale de l'identité sexuée. La norme de genre, elle affecte quand est-ce que les équipes médicales vont se prononcer pour reconnaître ou non un corps mâle atypique, une femelle atypique. Et ça varie dans l'histoire. La norme de genre affecte l'identité sexuelle. Comment on se sent hétéro ou homo, est-ce que ça a même un sens? Il y a des sociétés où ça n'avait pas de sens. La norme de genre affecte l'identité genrée. Est-ce qu'on se sent masculin ou féminin? Ça dépend des modèles genrés aussi disponibles, lesquels sont valorisés, lesquels sont stigmatisés. Donc on voit que ce troisième paradigme, il est au plus proche de Monet et de Stoller, en fait, car il y a non seulement un premier geste de dissociation entre sexe et genre chez eux, comme dans le deuxième paradigme, mais il y a en outre une certaine causalité qui s'exerce du genre sur les corps et les subjectivités. Donc pour conclure sur... je sais plus ce que j'ai... Voilà. Pour conclure sur la reprise féministe de la notion de genre, on peut remarquer que le deuxième paradigme, évidemment c'est le plus facile, mais qu'il n'est pas très satisfaisant parce qu'il endosse la scission entre biologique et sociale, de sorte, par exemple, qu'il faudrait décider si les affaires de sexe concernent le domaine de la nature ou le domaine de la culture, et par conséquent arrêter de chercher à monter des équipes pluridisciplinaires pour intervenir auprès des élèves en matière d'éducation à la sexualité, par exemple. Le troisième paradigme, c'est lui qui s'emploie à prendre en compte la complexité de la réalité sexuelle chez les humains, à la fois question biologique et question sociale. C'est le plus audacieux, mais c'est aussi le plus risqué. Et il a essuyé de nombreuses critiques. Et là, je ne sais pas où j'en suis du temps, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah non, plus que ça, là j'en suis à 33, j'avais 40. Alors ça non, mais par contre, est-ce que je peux déborder un peu ou pas? Bon. D'accord. Donc voilà, il a essuyé de nombreuses critiques, je fais peut-être un tout petit pas de côté. Ou pas. Donc, disons que les critiques, on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion, mais de fait, on est confronté à la difficulté suivante. Comment articuler une perspective critique sans nier la réalité du sexe comme ça a pu leur être reproché? Pour ma part, je crois qu'on peut reconnaître le fait du sexe,
et donc une certaine binarité, une organisation des sexes en mâle et femelle, donc que les humains sont une espèce à reproduction sexuée qui se manifeste d'ailleurs cruellement le fait que nous sommes une reproduction sexuée dans les cas d'infertilité, par exemple. Il y a bien une épreuve du réel qui s'éprouve aussi dans les cas des grossesses non désirées. Quels que soient les systèmes de représentation symbolique dans ces cas-là, il y a un truc qui s'impose à nous. Mais ce n'est pas parce qu'on reconnaît ce fait du sexe qu'on peut en conclure quoi que ce soit, en réalité, pour l'organisation sociale. Cette distinction entre être et devoir être, la nature n'est pas en mesure de dire aux humains comment ils devraient organiser leur société. Ce sont deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc cette distinction entre être et devoir être n'empêche pas de reconnaître des intrications sur le plan de l'être entre monde social et monde biologique. Et c'est sans doute ça qui est important. Le monde social est incarné. La vie sociale existe et se déploie dans des corps, dans des environnements matériels diversement façonnés, qui peuvent d'ailleurs affecter l'expression des gènes. La vie sociale connaît des naissances et des morts, autrement dit des faits de nature. Il n'y a pas de doute à cet endroit. Ces faits biologiques n'apparaissent pourtant jamais que dans des formes socioculturelles données et sont interprétés par des dispositifs de savoir, dont la science, qui sont toujours situés. Et on sait bien que les certitudes scientifiques d'une époque sont amenées à évoluer. Autrement, on serait dans la religion et dans le dogmatisme. Et voilà, les cas de catégorisation que tu nous as montré, David, qui évoluent de la CIM et du DSM, l'a bien montré. Donc, le troisième paradigme, dans son volet herméneutique, met la lumière, je crois, sur la difficulté pour les scientifiques à s'abstraire des environnements culturels au sein desquels ils travaillent et des systèmes de représentation du genre en particulier. Et là, c'était l'exemple de Marie-Cécile Dessian ce matin qui le montre, mais je vais y revenir, faire un lien juste après. Donc, j'en viens à ma troisième partie, ce que le genre apporte aux sciences du vivant. Eh bien, c'est du côté des rapports entre science et société, à mon avis, qu'il y a quelque chose de très intéressant à tirer de ce troisième paradigme de genre pour ce qui intéresse les SVT. Pour ce qui intéresse les questions d'égalité sociale, du côté des pratiques, il y a beaucoup de choses à faire aussi, mais voilà, là, ce n'est pas l'objet ce matin. Le volet épistémologique du troisième paradigme peut ainsi être lu comme une réflexion sur les rapports entre science et société, et c'est ça, je crois, que le genre peut apporter aux sciences biologiques. Chercher à introduire du genre dans la science, contrairement au deuxième paradigme qui les tient séparés et renvoie le genre aux sciences humaines et sociales, le sexe aux sciences de la nature. Et contrairement au premier paradigme qui mobilisait exclusivement les sciences de la nature pour lui faire dire des choses sur l'ordre social. Introduire du genre dans le sexe, ce n'est pas confier tout problème lié au sexe aux sciences humaines et sociales, c'est pas forcément l'inverse du premier paradigme. On n'est pas obligé d'être dans l'interprétation maximaliste du troisième paradigme. C'est pas en tout cas la position que je défends. C'est plutôt prendre au sérieux la dimension historiquement et socialement située des savoirs scientifiques. Au fond, on retombe sur l'épistémologie historique, c'est-à-dire reconnaître deux choses qui font actuellement consensus en philosophie des sciences, à la fois l'influence de la société sur la science, via le contexte de découverte, on pourrait dire, le contexte idéologique et matériel toujours particulier, situé au sein duquel le travail scientifique se réalise, et à l'inverse, reconnaître l'influence de la science sur la société, via les expertises, les applications techniques, mais via aussi les conclusions politiques erronées qu'on en tire et qui ont alerté les féministes, et d'où la critique féministe des sciences. Donc, chausser les lunettes du genre, c'est s'engager dans une démarche, je le redis, d'épistémologie historique, et je prendrai simplement deux exemples. Alors, le premier exemple, en lien avec des biais combattus. Le premier exemple que je vous donnerai, peut-être vous le connaissez, il est très connu. C'est celui de l'histoire des recherches biologiques concernant la fusion des gamètes que retrace Émilie Martin en 1991, donc son article est au milieu de la slide. Dans cet article qui est devenu très célèbre, Martin montre à quel point les croyances culturelles sur la masculinité et la féminité ont conduit les scientifiques à construire une romance de contes de fées entre des spermatozoïdes actifs et des ovules passifs, une métaphore biologique si forte qu'elle a influencé le processus de recherche dans les laboratoires scientifiques et les descriptions de la fécondation dans les manuels scolaires. Et vous voyez ici des représentations variées du processus de fusion qui témoignent des projections genrées et même sexistes que nous faisons spontanément de ce phénomène.
sur la base d'une alimentation par la science d'un tel scénario pendant longtemps. On voit qu'il y a compétition entre spermatozoïdes, victoire du plus vaillant et une espèce de belle au bois dormant qui attend son preux chevalier. Non seulement cela a conduit à des erreurs d'interprétation en imputant aux spermatozoïdes des puissances de pénétration de la membrane de l'ovocyte qu'ils n'ont pas, mais un autre problème réside dans le fait que ces stéréotypes de genre empêchent les scientifiques de poser un certain nombre de questions. Autrement dit, la science du sexe se trouve empêchée par les présupposés genrés et sexistes. Pour être en mesure de faire avancer la recherche, il fallait ici s'émanciper à la fois du préjugé associant les hommes à l'activité et les femmes à la passivité, et de la projection attribuant aux spermatozoïdes et aux ovocytes des traits sociaux distribués aux hommes et aux femmes. Donc il y a eu plusieurs erreurs de raisonnement, mais sans s'en affranchir, l'hypothèse d'une activité au niveau de la zone pellucide ne pouvait même pas être envisagée. Or, on sait aujourd'hui que l'ovocyte joue une part déterminante dans la fusion entre spermatozoïdes et ovocytes. Mais pour ça, il fallait s'affranchir d'un certain nombre de stéréotypes pour pouvoir poser les bonnes questions. Il y a comme un aveuglement. Et je vous donne une image en bas à droite qui donne, je pense, une autre idée des interactions entre ovocytes et spermatozoïdes pour dire qu'on peut toujours représenter les choses différemment. Et évidemment, la présentation de ce matin de Marie-Cécile Dessian va complètement, je pense, dans ce sens-là, c'est-à-dire de penser que la spécificité, ce qui va être le plus compliqué, etc., c'est on a cherché une détermination, des facteurs de détermination masculinisants, facteurs de détermination féminisants, c'est voilà, si vous n'avez pas ce petit truc, on pensera à Freud, vous aurez un sexe femelle. Et donc on peut dire ici que les théories critiques et la critique féministe jouent le rôle de dispositifs de contrôle expérimental des biais, en fait, parce qu'elles sont particulièrement sensibles à certains préjugés, certains stéréotypes. Elles peuvent guider la recherche scientifique. Deuxième exemple, que j'ai appelé des confusions levées, il a trait à la définition même du concept biologique de sexe, parce qu'au fond, que désigne ce terme en biologie? On a eu la question de qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que le sexe en biologie? Et là, je m'appuie sur le travail de Thierry Hoquet, et en particulier sur ces 3 anthologies sur le sexe biologique, qui visent à montrer à quel point cette question en réalité n'est pas évidente. La définition qu'il en donne possède 2 niveaux. Le sexe comme forme corporelle emballant des gamètes ou des gonades, soit en fait du côté du corps sexué, l'organe reproducteur. Le sexe comme mélange génétique pouvant servir à la reproduction lorsque s'unissent 2 gamètes. C'est en gros la sexualité. On voit toutes les précautions qui sont prises pour parler du sexe biologique de manière transversale au monde vivant, et c'est parce qu'il est loin de désigner une réalité uniforme. Ah oui, alors là, je n'ai pas pris le livre, mais bon. Et donc, il pose un certain nombre de questions. Un organisme est-il exclusivement mâle ou femelle pendant toute la durée de sa vie? Eh bien non, mince, je voulais vous donner les exemples qu'il a, mais il faudrait que j'aille chercher le livre, et je suis en retard. Mais on pourra en reparler si la question se pose. Ah, merci beaucoup, David, c'est un peu... En même temps, vous connaissez sans doute ça beaucoup mieux que moi. Donc, un organisme est-il exclusivement mâle ou exclusivement femelle pendant toute la durée de sa vie? Non, il trouve des exemples dans les plantes où ce n'est pas le cas. Les mâles sont plus grands que les femelles en moyenne. Notamment chez les poissons, ça ne fonctionne pas. Les femelles donnent naissance et non les mâles. Là, il va voir du côté des femelles qui déposent des œufs dans la poche du mâle, qui ont en charge de les incuber jusqu'à la naissance. Les mâles où les chromosomes XY ont des chromosomes XY et les femelles des chromosomes XX, vous l'avez dit ce matin, ce n'est pas le cas chez les oiseaux. Les mâles et les femelles n'ont pas le même aspect. Chez certaines espèces, les femelles et les mâles sont pratiquement indistinguables. Le mâle a un pénis et la femelle allaite. Chez la hyène tachetée, les femelles ont une structure de type pénien absolument impossible à distinguer du pénis des mâles. Le mâle contrôle les femelles. Chez certaines espèces, les femelles contrôlent les mâles et dans de nombreuses espèces, etc. Les femelles sont monogames et les mâles aiment batifoler. Là encore, il a des exemples d'espèces où ce n'est pas le cas. Tout ça pour dire que la biologie présente sur les mâles et les femelles quantité de faits qui dérangent en fait notre compréhension implicite de ce qu'est le sexe, les individus ont des sexes séparés, du nombre des sexes, il y en aurait 2, et de ce à quoi sert le sexe, la reproduction. Et là, il pense aux bactéries qui procèdent à un échange génétique sans finalité reproductive.
Eh bien ça intéresse les féministes, car si le soubassement biologique du sexe n'est pas aussi universel qu'on voudrait nous le faire croire, l'argument naturaliste qui justifie la domination masculine, il y a dans la nature des mâles et des femelles qui obéissent à une division sexuelle des tâches favorable aux mâles, mais à laquelle les humains ne pourraient pas s'y soustraire, ils font bien partie du monde organique et du monde vivant. Du coup, cet argument est fortement ébranlé, d'une part. On ne va pas s'en priver, mais il y a plus, c'est que cette vigilance à l'endroit du concept biologique de sexe, cette attention à clarifier ce dont il s'agit, permet aussi d'éviter des confusions et des recoupements infondés. Là, je vous ai mis une petite citation d'Hélène Rouche, qui est une biologiste et féministe française, et qui faisait un espèce de rappel à l'ordre épistémologique dans un de ses ouvrages. La confusion systématique, dit-elle, pratiquée entre attributs de sexe, comportement sexuel et rôle dans la reproduction, montre la prégnance du système des symbolisations culturelles et des rapports sociaux dans les discours scientifiques sur la différence des sexes. Ce que vous auriez pu me dire, au fond, c'est bien joli toute cette variété de formes sexuées dans le monde vivant, mais nous sommes l'espèce humaine, et en ce qui concerne l'espèce humaine, bon... Elle dit qu'il y a beaucoup de confusion. Cette logique de la confusion conduit à bien des amalgames chez les humains, entre l'individu et l'espèce, la reproduction considérée comme nécessaire pour l'individu alors qu'elle ne l'est qu'à la survie de l'espèce, entre la sexuation et la sexualité, l'hétérosexualité comme norme, l'homosexualité comme marginalité, voire anormalité, entre la sexuation et la reproduction, hommes et femmes sont faits pour avoir des enfants, entre la sexualité et la reproduction, la sexualité reproductive comme seule forme de sexualité, amalgame particulièrement étonnant si l'on songe à la perte de l'œstrus dans l'espèce humaine. Autre exemple de confusion levée, on pourrait se poser la question, à quel niveau organique faut-il qualifier, quel niveau organique faut-il qualifier de mâle et de femelle? Au niveau des gamètes, ovocytes, spermatozoïdes, au niveau de l'organe reproducteur, pénis, testicule, utérus et ovaire, au niveau de l'organisme individuel dans son ensemble, la question mérite d'être posée, et je crois que tu en as parlé, il y a une thèse très fameuse de Thomas Laqueur, qui, voilà, ça a pu varier la manière dont on articule en fait cette binarité mâle-femelle, comment on les comprend, comment on les conçoit, est-ce qu'il s'agit d'une différence de nature, est-ce qu'il s'agit d'une différence de gradation, tout ça, on ne peut pas faire dire la même chose à ces différentes descriptions sur le plan social, on ne peut pas en tirer les mêmes conclusions. Donc, au fond, là, c'est pour ça que je parlais de confusion levée, c'est que les théories critiques peuvent accompagner les sciences biologiques en faisant œuvre, au fond, de clarification conceptuelle. Je conclurai donc en disant que questionner la science à l'aune du genre, ce n'est pas introduire de l'idéologie, conservatrice ou progressiste à la limite, peu importe, c'est au contraire renforcer l'objectivité des sciences. Loin de priver les sciences biologiques de leur objet, soit parce que le fait du sexe serait nié, soit parce que la rationalité scientifique serait méprisée ou rabattue sur des rapports de pouvoir, par exemple. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'intérêt politique pour l'égalité amène la science biologique à s'affranchir, en tout cas peut amener la science biologique à progresser, à s'affranchir de certaines idées reçues, à prendre en compte son historicité, à éviter des confusions et en somme à renforcer ses programmes de recherche tout en ouvrant de nouvelles perspectives et en posant des hypothèses audacieuses. Voilà ce que le genre peut apporter aux sciences biologiques. Merci beaucoup pour votre attention.